vous dire, dites quelque chose que vous n'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, bah dites que vous ne l'avez pas fait. Sabrina a 29 ans. Elle est avocate depuis 3 ans dans un cabinet généraliste. C'est une spécialiste du droit pénal. Elle a décidé de présenter le concours pour une raison simple. Comme elle, 1200 avocats sont volontaires pour assurer les commissions d'office à Paris. Ils sont nommés à tour de rôle, une journée tous les 2 mois en moyenne. Ceux qui gagnent le concours plaident pratiquement tous les jours. Un privilège pas toujours bien vu par les autres avocats. Le prévenu que défend Sabrina aujourd'hui est accusé avec 2 complices de racket et d'extorsion de fonds sur des clients de prostituées. Son casier judiciaire est chargé. Il encourt 7 ans de prison. L'audience aura lieu dans 3 heures. Elle sera présidée par René Groumont. Abdel Mahi, substitut du procureur, indique au prévenu les charges qui pèsent contre lui. Sur les faits qu'on vous reproche, monsieur, vous avez été entendu par les policiers, interpellé, placé en garde à vue, entendu. Qu'est-ce que vous reconnaissez exactement comme fait? Moi, je reconnais d'avoir poussé la victime. Que faisait la victime dans le bâtiment, monsieur? Elle était en train de faire l'amour avec une prostituée. Oui, et alors? Et ensuite, vous avez fait quoi, monsieur? Après, ensuite, moi, je suis venu, j'ai dit on est arrivé, on a dit à la personne de sortir. Elle voulait pas sortir. On l'a fait sortir, il a crié. Et il y a un de mes copains aussi qui a demandé une taxe de, je sais pas si c'était 5 euros. Une taxe de 5 euros? Pourquoi, monsieur, une taxe? Comment? Pourquoi une taxe de 5 euros? Non, parce que nous, on a marre de voir des prostituées qui viennent dans les bâtiments des gens qui vont faire l'amour et... Donc vous arrogez le droit de réclamer une taxe aux clients des prostituées, c'est ça? Non, on n'a pas dit ça. Mais c'est juste parce que mon copain, il n'avait pas de quoi manger, tout ça, il lui a demandé si... Ça vous paraît normal de faire ça, monsieur? Non, ça me paraît pas normal. Moi, j'étais juste bousculer la personne, je vais pas demander d'argent. Mais ça vous paraît normal, monsieur, de bousculer une victime qui n'a rien fait? Moi, je l'ai pas frappé en tout cas. Oui. Moi, mais vous êtes enfui après, monsieur. Comment? Vous êtes enfui après. Moi, je me suis pas enfui. Ben, c'est pas ce que dit la victime, monsieur. Hein. Moi, je me suis pas enfui, on s'est pas enfui. J'ai pas réclamé de taxe. Mais vous saviez que vos copains allaient demander une taxe? Moi, j'ai pas réclamé de taxe. J'ai pas parlé avec la victime. Moi, j'étais occupé avec... J'étais en train de faire autre chose avec une autre personne. Que faisiez-vous sur ces faits-là, monsieur? J'étais en train de... Comment dire? J'étais en train de faire l'amour avec une prostituée. La même prostituée, monsieur? Ouais. C'est ça, monsieur. Donc vous bousculez la victime, vous la laissez à vos copains lui font une extorsion de fonds, puis vous, parallèlement, vous imposez à la victime qui est prostituée, effectivement, une relation sexuelle. Est-ce que vous connaissez la peine que vous encourez, monsieur, en matière d'extorsion de fonds? Non, je connais pas. Vous encourez, monsieur, une peine de 7 ans d'emprisonnement. Hein. Vous allez me signer là, monsieur. Hein. Vous pouvez y aller, monsieur. Hein. Bonjour, vous pouvez le... Oui, s'il vous plaît. Alors, donc vous savez que j'ai été commise d'office dans ce dossier pour assurer la défense de vos intérêts. Hein? Alors, racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, j'étais avec mon collègue là. On a vu une prostituée et un monsieur rentrer dans l'immeuble. On est rentré. On a vu la prostituée se faire pénétrer par le monsieur. On a dit au monsieur, dépêchez-vous. Le monsieur, il est sorti. Et il y a un ami à moi, comme quoi il a demandé 5 euros. Après, le monsieur, il a crié. On est parti. Il y a un monsieur de la sécurité qu'on connaît qui habite dans... Donc vous dites que vous n'avez jamais réclamé de l'argent? Devant tous les témoins, ils savent que je n'ai pas réclamé d'argent. Voilà. Ok, alors je vous lis ce que dit la victime. J'ai vu le premier individu avoir des relations sexuelles avec la fille. Ils ont vu que je ne me laisserais pas faire, alors ils m'ont mis des coups de poing dans la figure. Les 2 autres, je me suis mis à crier. La fille est passée en courant vers le portail. Ils m'ont poursuivi. Les 3 individus m'ont donné des coups de poing et des coups de pied dans les jambes. Moi, j'ai mis aucun coup. Moi, il est venu vers moi, je l'ai bousculé. Vous avez dit déjà que ça vous était déjà arrivé, avant que les mecs rentrent dans l'immeuble, de leur demander de payer une taxe de 5 ou 10 euros pour entrer dans l'immeuble. C'est déjà arrivé que les clients partent à cause de ça, alors les prostituées sont fâchées contre nous. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois, franchement, moi, personnellement, il y a des fois... Il y a des fois, c'est arrivé, mais cette fois-là, non. Non. Je pense que ça ne tient pas la route. Parce que le président, il ne va pas vous croire. Et si le président ne vous croit pas, et que vous continuez à nier les faits, ça va passer encore plus mal. Ça, même si je passe comme ça devant le juge, je sais qu'ils vont me mettre en prison pour ça. Alors, je dois vous le dire qu'il y a de fortes chances que oui. Je ne sais pas ce que je vais plaider, mais il y a de fortes chances que oui. Pourquoi? Parce que vous avez aussi un casier et que vous êtes en récidive. Non, mais mes parents, ils peuvent me ramener un avocat, ou bien moi, je peux appeler un avocat. Mais je suis avocat à moi. Ouais, vous êtes avocat. Mais madame, qu'est-ce qu'ils disent là? C'est sûr que je vais aller en prison, ça. Moi, je sais. Il y a des chances, oui, je vous le dis, il y a des chances. L'axe de défense, c'est qu'il reconnaît une partie des faits. Il reconnaît moins ce qui lui est reproché.
il va reconnaître moins que ce qui lui est reproché. Je pense que c'est de recadrer quand même ce qu'il a fait. Hein, parce que comme il y a 2 autres prévenus dans ce dossier, qu'il y a une affaire de viol en parallèle, ça donne une mauvaise coloration au dossier. D'accord ? Et on a le sentiment comme ça, quand on lit le dossier, de donner une gravité particulière à cette affaire. Donc je pense reconnaître que les faits sont graves, mais essayer de dire quand même qu'il ne faut pas lui imputer déjà les actes des 2 autres personnes dans ce dossier. Je ne m'étonnerait pas qu'il change de version plus ou moins à l'audience. Ça ne m'étonnerait pas, ça arrive souvent. C'est-à-dire entre la version que la personne vous donne devant vous et puis celle qui soutient au tribunal ne soit pas la même, ça arrive dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas les faits devant vous, qu'ils les reconnaissent au tribunal, ou inversement, qu'ils vous disent devant vous, oui, je l'ai fait. Après, c'est pas une question, peu importe, c'est qu'on prépare la défense en fonction de ça, et qu'après, sur le moment même, finalement, ils disent le contraire. Ouais, ça arrive souvent. C'est aussi ça, l'urgence des comparutions immédiates, c'est l'urgence, enfin, l'improvisation est aussi là-dedans. L'avocat ne peut rien tout seul. Si le client n'est pas bon, inutile d'espérer un résultat face au tribunal, et Sabrina va encore le vérifier. Le tribunal. L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Nimou, c'est vous, monsieur. Alors, on vous reproche d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir par violence, menace ou contrainte la remise de fonds de la part de monsieur Théoussou. Enfin, le 3e, c'est monsieur... Alors, c'est une récidive aussi, mais vous aussi en état de récidive légale pour des faits similaires. Est-ce que vous reconnaissez donc chacun avoir commis des violences sur ce monsieur, monsieur Ouai? Oh, monsieur, c'est à vous de parler là. Non, pas vraiment. Il a été examiné, il y a au moins un œdème à la pommette droite, hein, donc il a bien reçu au moins un coup. Hein. Moi, je l'ai bousculé. Mais quand il était déjà hors de l'immeuble? Quand on était hors de l'immeuble, je l'ai bousculé parce qu'il ne voulait pas nous laisser partir. Voilà. À chaque fois qu'on prenait un tournant, il nous suivait. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que lui, il criait. De toute façon, vous n'aviez pas à lui demander de l'argent, ce monsieur. Oh, monsieur, c'était un vendredi soir, on avait déliré. Et alors? On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Surtout que vous avez l'air de dire que ce n'est pas la première fois que vous procédez ainsi avec des clients de prostituées. Des fois, les prostituées aussi, il y a des clients qui viennent, qui ne les payent pas. Et des fois, nous, on est là, comme on est posé sur la rue, on leur donne des petits coups de main quand les clients ne veulent pas payer. Bah, ouais. On leur dit aux clients... Bon... Vous savez ce que ça porte un nom, ça? Comment? C'est du proxénétisme. Hein. Non, c'est parce qu'on voit des fois des clients, ils nous demandent des... Attention, vous êtes en train de suivre un mauvais chemin. Hein. Excusez-moi. Bah oui, vaut mieux cesser de fréquenter ces lieux-là, en tout cas à cette heure-là. Hein. Pourquoi demander une taxe? Je vais demander une taxe. C'est parce que c'est un vendredi Mais soir. la manière que je vais demander la taxe, c'est pas en lui menaçant. Mais je ne l'ai pas forcé à lui donner cette taxe. Cette personne, elle a créé comme ça. Mais il a été frappé quand même, monsieur. Il a été frappé, monsieur. On l'a poussé, on l'a écarté. Et lui, il ne voulait pas lâcher l'affaire. C'est comme s'il voulait se battre contre nous 3. Voilà. Mais il avait aussi des raisons, monsieur, d'appeler la police, ce monsieur-là. Vous l'avez frappé, monsieur? On l'a taxé, d'accord. Mais on l'a pas menacé. Donc à vous écouter, monsieur, vous taxez les gens et les gens n'ont droit de rien dire. C'est ça, monsieur, ce que vous ils ont dites? le droit de parler. Mais on l'a pas menacé. Je crois que C'est ce que je veux vous dire, monsieur. J'ai pas d'autres questions, monsieur le président. Alors sur vos situations personnelles, monsieur Fabin, on a 5 condamnations. Ouais, vous aviez bien été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, en décembre 2004. Vous en Décembre souvenez? 2004, j'ai été jugé par qui, monsieur? Le tribunal pour enfants. Vous étiez encore mineur, vous aviez moins de 18 ans. Ouais. Voilà. Vous avez déjà travaillé? Non, moi, vous j'ai fait des vous formations. avez fait une première année de CAP, c'est ça? Ouais, CAP en vente pièces de rechange automobile. Et pourquoi vous n'avez pas continué? J'ai pas continué parce que j'ai eu des petits problèmes personnels quand j'ai été en détention provisoire de 2 semaines. Et je voulais pas lui expliquer parce que déjà je venais souvent en retard parce que le bus il mettait en retard. Et puis après, bon, j'ai arrêté et je me suis dit que j'allais faire autre chose. Alors, vous vivez chez vos parents avec vos 5 frères, 2e de la fratrie. Selon lui, pas de problème familial. Non. La défense des questions. Président. Voilà, asseyez-vous. Donc, puisque la victime ne se constitue pas, monsieur le procureur. Les faits, monsieur le président, mesdames du tribunal étant établis, je vous demanderai évidemment de déclarer tous les 3 coupables. On a l'impression, monsieur le président, mesdames du tribunal, que lorsque la victime va crier parce qu'elle est victime d'une agression gratuite, tout à fait injustifiée, les 3 mises en cause s'étonnent de ces cris. Est-ce qu'on doit accepter pour autant
ces règles de vie tout à fait inadmissibles dans Paris? Je vous demanderai de déclarer monsieur à une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 assortis d'un sursis avec musée propre pendant une durée de 4 années, et je requiers contre l'intéressé mandat de dépôt, avec notamment pour l'intéressé obligation de domicile, de travail ou de formation. Merci, monsieur le procureur. La défense. Je pense que le tribunal me rejoindra quand je leur dirai qu'effectivement, aller demander de l'argent aux clients d'une prostituée au milieu de ce qu'on appelle une passe n'est évidemment pas une pratique honorable, bien évidemment. Exiger une somme d'argent ne suffit pas. Il faut l'exiger avec des violences, avec des menaces, avec une contrainte. Aucun de ces 3 éléments-là ne sont rapportés pour monsieur Minfa. Puisque la victime a bien reconnu qu'elle avait été frappée, victime de violence par les 2 autres personnes, il est tout à fait contesté que monsieur soit rendu l'auteur de violence. Il n'y a pas eu de contrainte ou de menace, puisqu'effectivement il y a eu cette phrase très désagréable, certes, mais cette phrase seule, vous avez terminé, il y a une taxe, voyez. Et c'est terminé. C'est terminé pour le rôle de monsieur Minfa. Donc je pense que la qualification d'extorsion de fonds serait hâtive par rapport à l'implication de monsieur Minfa dans les faits qui lui sont reprochés. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le relaxer aujourd'hui. Merci, maître. Levez-vous tous les 3. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense, monsieur Minfa? Monsieur, moi je reconnais les faits et je m'excuse devant la cour d'avoir fait des choses comme ça. C'est vrai qu'on est dans le quartier, ce jour-là on avait déliré. On était vendredi soir, il était 2h du matin, on devait aller en soirée. Malgré que mes collègues, il leur manquait un peu de sous, on n'est pas parti en soirée et c'est pour ça qu'on a déliré. Monsieur. Jugement tout à l'heure après la suspension d'audience. Alors vous êtes monsieur Jim. Après ces aveux inattendus, Sabrina sait que sa plaidoirie n'a servi à rien. Célibataire, père de 2 enfants. Grandeur et misère du métier d'avocat. On vous reproche des faits commis à Paris. On a, je pense, l'illustration qu'il faut effectivement, le client est parfois une surprise, puisqu'évidemment, c'est pas ce qu'il avait soutenu devant moi, et c'est la raison pour laquelle il avait tenu à ce que je plaide la relaxe, effectivement. Donc, quand il vient ajouter après la plaidoirie qu'il reconnaît les faits, bon, c'est un petit peu embêtant par rapport à la plaidoirie. Mais bon, malheureusement, les 3, je pense, ont des chances d'être condamnés, puisque 2 d'entre eux ont un casier. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, même si on essaie de démontrer que les faits ne sont pas constitués, l'affaire a une coloration qui est très désagréable, hein, et c'est normal. Cet après-midi, il y a 14 affaires à traiter. Chaque année, 46 000 personnes sont jugées selon la procédure des comparutions immédiates. Chacune d'entre elles en France a le droit d'être défendue par un avocat. Une profession réhabilitée par Napoléon après la Révolution, lorsque celui-ci a établi le code pénal. 21h, les jugements tombent. Alors, pour monsieur le tribunal requalifie les faits en complicité de tentative d'extorsion. Et vous déclare donc coupable de complicité de tentative d'extorsion. Vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 années, comportant les obligations de justifier d'un domicile, d'un travail ou d'une formation. Voilà, alors, Aujourd'hui, le tribunal aura jugé 14 dossiers, avec en moyenne 20 minutes passées sur chaque affaire. C'est qu'aujourd'hui, on a eu 14 dossiers, ce qui est, disons, la moyenne basse, hein, la moyenne basse de l'audience. On est plutôt, en général, plus proche de 20 que de 15. Donc, alors, après, c'est vrai que ça peut paraître rapide, mais il faut voir aussi donc, que les faits sont simples, donc ils ne demandent pas des développements extraordinaires non plus, et on prend toujours le soin quand même de consacrer quelques minutes à la personnalité des personnes. C'est vrai que ça paraît rapide, mais je pense que si on supprimait cette procédure, on passerait pas plus de temps sur les dossiers, si vous voulez. Simplement, à la limite, on aurait peut-être des audiences moins chargées. Parce qu'on aurait des audiences avec peut-être moins de personnes à juger. Mais c'est pas pour autant, je pense qu'on passerait plus de temps par dossier. Nous sommes mardi soir, à la bibliothèque de l'Ordre des avocats. Une nouvelle séance du concours. Loin des prétoires où elle exerce habituellement ses talents oratoires, Sabrina va plaider dans quelques minutes sa propre cause. Ça va. Il gueule parce qu'il y a un candidat qui arrive à la dernière minute. C'est ça le gosse. Non mais attendez...
Aujourd'hui, l'invité de la conférence, c'est le journaliste Jean-François Kahn. Jean-Marc Delasse, j'ai le grand bonheur de remplace pas le bâtonnier, mais d'être à sa place ce soir. Et donc on va y aller, j'ai 5 minutes de retard, mais bonjour madame. Enchanté. Mon frère éminent, on fait ça. C'est vrai ? Ça veut dire que vous deux, il y a possible. Monsieur le représentant du bâtonnier. Nous avons la chance d'avoir comme invité monsieur Jean-François Kahn, qu'on ne présente plus, qui nous dira quelques mots après vous avoir entendu. Nous avons également 2 sujets. Un premier sur lequel aucun candidat s'est inscrit, qui est pourtant un très beau sujet. Les libertins ont-ils le droit de prier ? Et le deuxième sujet est faut-il faire tomber le masque ? Mademoiselle Sabrina Goldman. Bien sûr, je me suis préparée pour ce rendez-vous. Il a 53 ans et je relis encore une fois les quelques lignes qu'il m'a écrites. Je suis impatiente. Je suis toujours impatiente lorsque, à Fresnes, j'attends au parloir. Je sais qu'il y a une semaine, à Créteil, Pierrot a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de celle qu'il aimait. L'autopsie et l'expertise du couteau le confondent dans son imposture. Elle démontre qu'il n'a pas pu simplement lancer le couteau. Il s'est forcément approché pour le planter dans le thorax de sa femme. Un geste volontaire, criminel. Mais Pierrot ne le reconnaît pas. Il ne l'admet pas. Il continue de se couvrir du voile du mensonge, de s'abriter derrière ce masque. Il est de ces personnes qui s'enferment dans le leur de manière telle qu'ils finissent par s'en convaincre. Y croire pour mieux en persuader les autres. Nous défendons souvent des menteurs, des affabulateurs, des mythomanes, des illusionnistes. N'avez-vous pas déjà eu envie de faire tomber leur masque ? Dévoiler ce toxicomane au regard vitreux, à la poignée de main molle, qui vous répète avec la même inconséquence qu'il n'a pas rechuté, les 3 sachets d'héroïne retrouvés à ses pieds ne sont pas à lui. N'avez-vous pas déjà souhaité, au moins un jour, au moins une fois, les confondre avec la vérité, pour appréhender les reliefs de ce qu'ils dissimulent avec tant de soin, se faire l'intrus de leurs secrets et découvrir enfin leur vrai visage ? Prenez garde, la curiosité est rarement innocente, et il est parfois risqué d'aller voir ce qui se cache dans le tréfonds d'un menteur. Pour un coup d'essai, Sabrina a réussi un coup de maître. Qu'est-ce qui vous pousse à présenter ce concours ? Le pénal. Le pénal. Parce que les secrétaires de la conférence ont une priorité en matière de commission d'office, en matière criminelle. Et donc ont des beaux cadeaux pendant toute une année. Ils ont des beaux dossiers dans lesquels ils sont commis d'office. Et c'est des dossiers qu'on peut essayer d'avoir sans être secrétaire, bien sûr. Mais moi, je prends ça comme l'idée d'un éventuel très très beau cadeau sur un an. Et voilà, c'est vraiment la raison qui me motive. C'est un rituel. Après les discours, le jury se retire pour noter les candidats du jour. Dans 6 mois, il faudra établir la liste des 12 meilleurs orateurs. Un certain mode de communication médiatique, télévisuelle, a changé la nature de l'éloquence. Mais pour nous qui sommes avocats, les prétoires du XXIe siècle sont les mêmes que ceux du XVIIIe ou du XIXe. Mais c'est une arme, le discours. C'est notre seule arme. Comme d'autres n'ont qu'une arme qui est leur stylo. C'est la même chose. Alors, à partir du moment où la seule arme dont on dispose devient plus ou moins méprisée, c'est une manière de rendre les armes, une façon de trahir. La dernière séance est la semaine prochaine et après je crois qu'ils partent délibérer. À bientôt. À bientôt. Je vous en prie. Allez-y.
On rentre par la petite porte, mais... Par tradition, le bâtonnier ou l'un de ses représentants reçoit les candidats un par un avec l'invité du jour, sans que cela ait une incidence sur le résultat du concours. Alors, première fois que vous passez le concours. Tout à fait. Alors, vous êtes satisfaite? C'est un sujet qui me plaisait, c'est un sujet dans lequel j'avais des choses à dire qui me tenaient à cœur. Donc, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir donné de moi, en tout cas. Donc après, le reste... Et libéré après, on est fatigué après. Hein. Une grande libération. On va vous dire très franchement ce qu'on en pense, parce que c'est l'intérêt de cette rencontre après. Et Monsieur Kahn va commencer, parce qu'il aime bien commencer. Bon. Non, franchement, c'est bien dans l'ensemble. Vous faites passer quelque chose qui ressemble à une conviction et quelque chose que vous ressentez. Donc, ça efface en partie la rhétorique. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais dans les 30 ou premières secondes, les premières minutes, on voit apparaître un orateur avec beaucoup de défauts, mais une vraie présence, une voix agréable à entendre. Le fait qu'on écoute votre discours d'un bout à l'autre, ça fait quand même beaucoup d'atouts pour une première fois. Un discours que j'ai trouvé bien construit, parce que moi j'aime les phrases assez courtes qui permettent à l'orateur de se caler plutôt que les grandes phrases qui ont disparu, imparfait du subjonctif, etc. De mon point de vue, ce soir, c'est vous qui avez fait d'assez loin le meilleur discours, celui qui a le plus de potentiel. Maintenant, ne vous endormez pas dessus sur cette critique positive, et essayez de réfléchir à ce que vous pouvez encore améliorer. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, c'est de vraies félicitations et un vrai encouragement, et je vous souhaite vraiment d'être secrétaire le plus vite possible, parce que ça vous ira bien. Merci. Merci beaucoup. Monsieur. Voilà. Bonsoir.